Mohamed Kadami, Mohamed Kadami, bonjour. Bonjour, monsieur Nizal. Voilà, Mohamed Kadami, il y a 15 jours de ça, nous avons déjà largement parlé de ce qu'on a appelé l'affaire Kadami. Depuis 15 jours, là, ce qu'on apprend, c'est que donc le banquier, Monsieur Wahib Nasser, est comparu à Djibouti à l'appel de la même juge qui avait lancé l'appel contre toi aussi, Madame Lamis, et que le juge Tourner a été faire aussi son petit tour du côté de Djibouti, afin lui aussi de recueillir des informations sur donc le fameux Wahib Nasser. Et quelques jours après, ce que l'on apprend, c'est que l'affaire Gorgi est en train de se décoincer à partir de l'Angleterre et que ce monsieur finalement va être extradé ici en France. On ne sait pas encore si tout cela est lié. La première question que j'ai envie de te poser, s'il te plaît, Mohamed, c'est voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est exactement? Oui, par rapport au juge Tourner et les interrogatoires qu'il aurait fait à Djibouti, les seules informations, c'est la presse. Et selon cette presse, il s'est rendu le 17 février à Djibouti, où il a pu interroger Wahib Nasser, Oui. les 17 et les 18, et en présence du juge Lamis Mohamed Saïd. Et comme toi, j'ai entendu 2 jours après que l'Angleterre avait accepté d'extrader M. Alexandre Doury. Voilà. Il paraît qu'il a fait appel, mais en tout cas, toujours est-il, dans une première mesure, et que les tribunaux anglais ou britanniques ont accepté L'extradition finalement, oui. l'extradition On finalement. peut supposer que le juge Tourner a eu quelques informations à partir de Djibouti. On peut les supposer, absolument. Voilà. On peut les supposer. Parce que, comme il était tellement interrogé Wahib Nasser, alors on ne sait pas s'il a été mis en examen ou non, en tout cas, rien ne fait pour le moment, mais toujours est-il, la seule indication, c'est que le juge Tourner, le suspect Alexandre Doury, a été quand même, qu'il allait être extradé, quoi. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à cette affaire. D'accord. Et toujours par rapport à l'affaire, d'un point de vue au niveau de tes avocats et autres, j'ai entendu parler d'un recours pour vice de forme. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été tenté? Ou est-ce que tu ne fais qu'attendre finalement les résultats du juge Tourner? Non, je crois que l'avocat, Béranger Tourné, auquel d'ailleurs je rends un hommage, je voudrais rendre un hommage, il a effectivement fait une requête en annulation, non seulement pour vice de forme, mais aussi de vice de fond. Il y a aussi des éléments du fond. Et donc, voilà, mais on attend en tout cas le résultat. Donc, on ne va pas préjuger du résultat, quoi. D'accord. Troisième question, Monsieur Kadami. Voilà, là, il y a beaucoup de choses quand même qui est en train de se passer, là, que ce soit à Djibouti, 40e anniversaire. On sait très bien qu'il y a un 5e mandat qui est en train de se préparer. D'où on comprend un tout petit peu la fébrilité du régime qui cherche, mais vraiment à taper un peu sur tous les opposants. Ce que l'on veut comprendre, c'est pourquoi attaquer d'abord donc Monsieur Kadami. Il y a des opposants quand même qui sont à Djibouti, qui n'arrêtent pas de publier au niveau des réseaux sociaux. Il y a d'autres opposants qui se retrouvent ici en Europe. Pourquoi avoir ciblé, mais de façon aussi très très dure, Monsieur Kadami? En tout cas, là, cette version, ça sera la mienne. Donc, c'est ma version, quoi. Bon, les observateurs peuvent avoir d'autres versions. Ce que moi, je peux dire, c'est que je suis ciblé parce que je suis dirigeant du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie. Et que c'est un mouvement qui résiste depuis 2004 et jusqu'à aujourd'hui. Comme le régime n'a pas pu bousculer ou éradiquer les combattants
au niveau des montagnes et des plaines. D'accord. Et donc, c'est un mouvement qui existe aujourd'hui et qui non seulement existe, mais qui est un espoir aussi, qui va jouer un rôle aussi de rassemblement d'une grande partie de l'opposition. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui fait très très mal à Ismaël Ouangili. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première fois que Ismaël tente enfin, il essaye de demander mon extradition. C'était déjà étudiant en 1979, parce que à l'époque, il y avait des arrestations, des tortures, des gens qui sont morts sur la torture, et nous, on dénonçait au sein de centres d'information sur Djibouti les violations des droits humains. Et il a demandé en 1979, ça n'a donné aucun résultat. En 1995, parce que Ismaël Ouangili aurait reçu un colis PG, ou en tout cas une vidéocassette PG, et tout de suite après, il a émis une commission rogatoire. Ah oui. En disant il fallait fouiller sa maison et puis demander enfin qu'est-ce qu'il en est. Parce il aurait pu être à l'origine, voilà. Et donc, effectivement, j'ai été inquiété pendant presque 3 heures. Et ensuite, mon appartement a été fouillé. Mais ça s'est resté au niveau policier. Et cette fois, c'est d'ailleurs notre surprise, après avoir été auditionné par la police, qui a remis quand même parce que la commission rogatoire, dans un premier temps, a demandé seulement l'audition de la police. D'accord. Mais à notre grande surprise, donc j'ai été convoqué par le juge Serge Tourner, le 13 février, Oui, absolument. pour me signifier la mise en examen. Et ça nous avait étonnés. Et c'est ensuite que, lorsqu'on a vu les révélations des journalistes, qu'il aurait pu y avoir un troc judiciaire, et que les choses étaient un peu plus compréhensibles. Sinon, étant donné que je suis un réfugié politique, c'est-à-dire la commission rogatoire qui se base sur la convention d'entente judiciaire entre Djibouti et la France, exclut la commission rogatoire pour des problèmes d'ordre économique ou d'ordre connexe à la politique. Donc c'est complètement exclu qu'on peut c'est-à-dire accepter une commission rogatoire pour des questions d'ordre politique. Et là, en l'espèce, il s'agit vraiment de... Là, il s'agit vraiment de ça, oui, absolument. De problèmes éminemment politiques. Absolument. D'accord, et toujours dans cette continuité-là, là on a vu pourquoi Kadhafi, et moi j'ai envie de rajouter aussi cette question-là, c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi avoir choisi cette date-là ? Je veux dire, on vous reproche là, apparemment, je mets tout ça entre parenthèses, entre crochets, apparemment ce qu'on vous reproche c'est des choses qui se sont déroulées en 2015, et dans lequel d'ailleurs votre nom n'a pas du tout été cité à Djibouti. Donc pourquoi vous attaquez maintenant ? Je crois que, comme tout à l'heure tu as dit qu'il était très fébrile, je pense qu'Ismaël Ouangili est très fébrile pour deux choses. D'abord, il veut son 5e mandat, son joujou, voilà. Il veut se présenter en 2021. Ça, c'est une chose. Et pour cela, d'habitude, il avait soit la caution, soit le soutien de l'Éthiopie et de la France. Alors, là où le bas blesse, aujourd'hui, l'Éthiopie a amorcé des réformes qui sont vraiment, qui prennent le contre-pied de ce qui se passe à Djibouti. Et non seulement ça, mais le fait que l'Érythrée et l'Éthiopie ont rétabli la paix. Et d'ailleurs, à ces deux États s'est ajouté aussi la Somalie, dans une entente régionale, d'où est exclu Ismaël Ouangili. Donc il se trouve très isolé sur le plan régional. Et sur le plan intérieur aussi, il est très isolé parce que nous n'oublions pas, malgré la défunte USN, même que certains veulent un peu ressusciter. J'aurais une question à vous poser là-dessus tout à l'heure. Qu'elle avait montré, quand même, de montrer que le roi était nu, que Ismaël était complètement
c'est-à-dire rejeté par toutes les couches de la population, par toutes les parties de la population, par toutes les régions, et ça, il le sait très bien. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il n'a pas accepté qu'il y ait CENI indépendant, commission électorale Oui, nationale absolument. indépendante, Oui. tout simplement parce qu'il sait qu'il va perdre. Parce que chaque fois qu'il y a eu des élections pluripartites, il a perdu. Il a perdu même par rapport à ses alliés. Rappelez-vous, il y a un parti qui s'appelle RAD qui est sorti Ah oui, oui, absolument. de parti civil, c'est-à-dire au niveau municipal, c'est-à-dire il a gagné contre le RPP. Et il y avait aussi des élections régionales avec le FRUD qui fait partie de la coalition. Il avait emporté les élections, mais ensuite ça a été fraudé. Et donc c'est chaque fois qu'il y a des élections un peu pluripartites, les gens rejettent le régime. Et pour cause, parce que 42 ans après, écoute, 80, moi j'ai dit 80-90%, mais il y a plus, mais ne mangent pas à leur faim, c'est la misère sociale, il n'y a rien, l'hôpital est à mouroir, tout le monde le sait, personne ne peut aujourd'hui accoucher dans des conditions vraiment saines. Donc, il y a des raisons sociales à ça, et sans oublier que quand même cette région, enfin, moi il faut toujours le rappeler parce que cette région du nord et du sud-ouest qui est toujours sous blocus alimentaire et sanitaire, parce que est-ce qu'on peut s'imaginer, en général, les gens qui sont dans la capitale, enfin de n'importe quel d'ailleurs groupe ethnique et tout ça, ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans cette région. Il y a une mort lente de ces populations-là, et d'ailleurs, à 2 reprises, il a refusé 2 dispensaires qui devaient être créés par les Américains et par les Japonais, à Waddi et à Lhasa. Et donc, tout cela font qu'aujourd'hui, quand même, si la population a une occasion, et quand même, il va le rejeter. Peut-être à cela s'ajoute aussi le fait que, pour la première fois, les partis politiques, les personnalités ont accepté, ou en tout cas à l'appel de FRUD, d'amorcer un rassemblement et pour exiger, pour demander une transition démocratique à Djibouti. Ça, c'est peut-être aussi une des raisons importantes pour que Djibouti s'en prenne aujourd'hui au président de FRUD. D'accord. Puis alors un dernier petit point avant de revenir à l'USN. Voilà, il y a eu un soutien mais extraordinaire qui s'est manifesté ici au niveau de la diaspora. Tout comme au niveau de Djibouti d'ailleurs. Mais pour ce qui concerne ici au niveau de la diaspora, il y a eu donc des comités de soutien qui ont été faits et autres. On aimerait bien savoir, est-ce que c'est juste des comités de soutien qui sont créés puis juste pour vous soutenir et puis on s'arrête là? Ou est-ce qu'ils sont appelés à perdurer? Est-ce qu'il y a des appels à dons par exemple? Ou que peut-on faire en fait? Oui, d'abord, vraiment, je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui ont vraiment spontanément m'ont soutenu dans cette affaire. Et il y a un élan extraordinaire de solidarité, aussi bien en France qu'à Djibouti d'ailleurs, aux grandes dames d'ailleurs de Souhaïl Marguerite. Et la manifestation d'hier à Bruxelles l'a montré amplement. Il y avait à peu près quelques 400 personnes au bon mot qui étaient là. Pour un vendredi, voilà. pour un vendredi, c'était vraiment extraordinaire, absolument. Extraordinaire. Et donc d'abord un grand merci à tous ces soutiens et tout ça. Et vraiment, ça me fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur à tous les amis de Fruits. Et deuxièmement, il y a effectivement un comité de soutien qui s'est installé spontanément tout de suite d'urgence. Et je voudrais aussi là remercier la RDHD de Jean Louchal et Anne-Marie Devers, et ainsi que les partis communistes français qui ont été aussi les premiers à me soutenir, et Sylvie Jean aussi, qui est aujourd'hui porte-parole de ce mouvement, et il y a les députés européennes aussi, Vergia, Marie-Christine Vergia, qui a pris la présidence de ce comité de soutien. Donc pour le moment, on a à peu près quelques 850 signatures pour ce comité, et ça va continuer peut-être jusqu'à mi. Et là, on est en train de réfléchir effectivement quelle est la démarche après pour justement être encore beaucoup plus efficace. Mais déjà, d'ores et déjà, nous envisageons une conférence de presse
Et donc, mais les autres mesures aussi seront décidées d'ici la semaine prochaine. D'accord, on attendra cette date-là avec impatience. Et puis un dernier petit mot, je sais que vous êtes assez pressé, que vous avez encore d'autres choses à faire, bien entendu. Dernier petit mot, on a entendu que nous on pensait que l'USN était morte. On avait d'ailleurs fait un moule d'ici à Nantes, il y a quelques années de ça. Et là on voit que l'USN renaît. Est-ce que c'est des fantômes? Est-ce que c'est quelque chose qui peut durer? Que pensez-vous de cette renaissance? Écoute, déjà, la démarche que nous avons entreprise, et tu en sais quelque chose, le 15 septembre 2018, à Absolument. Bourget, Mhm. c'était un peu, quand même, j'allais dire, une critique en creux des coalitions créées à la hâte et qui n'avaient pas de lendemain et tout ça. Hein. Parce que pour pouvoir faire quelque chose de durable, d'abord, il faut vraiment s'asseoir avoir une plateforme solide et où certaines thématiques peuvent faire l'objet même de discussions approfondies. Et c'est un peu cette démarche-là. Et je pense, jusqu'aux preuves du contraire, moi je pense que c'est aujourd'hui, dans l'état actuel de l'opposition, c'est la meilleure démarche à faire. Alors, j'ai entendu, comme toi, qu'il y a eu une résurgence de l'USN. Écoutez, chaque fois qu'il y a un petit rassemblement, quelle que soit leur dimension et tout ça, on ne peut que s'en féliciter. Mais laissez-moi, franchement, d'être un peu sceptique Un peu sceptique par par rapport rapport à ça, à d'accord. un peu sceptique. Voilà, absolument. D'accord, merci beaucoup. Tout en respectant tous les partis Ah oui, oui, bien sûr, bien qui sûr. forment ces choses. Et puis, d'ailleurs, certains partis, d'ailleurs, ils sont partie prenante de la plateforme de l'appel des Bourgers et tout ça, quoi. Voilà. Oui, 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 oui. Voilà. Merci en tout cas, merci beaucoup. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Et puis peut-être le mot de la fin pour tous nos auditrices et auditeurs. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, si je suis pris comme cible, c'est vraiment pas parce que c'est Mohamed Kadami, c'est parce que à travers les actions qu'on a menées, à travers peut-être le fait que je dirige toujours le fruit qui est toujours présent en eux, c'est un espoir qu'ils veulent tuer, et surtout que leur dernière démarche par rapport à des négociations maison ont été vaines, parce que j'ai refusé quand même d'accepter des négociations tout azimut, sans garantie et sans médiation internationale. Et c'est peut-être ça aussi qui a causé l'ire, enfin, d'Ismaël Marguillet. Et donc, et j'ai dit, l'espoir n'est pas perdu. En France aussi, c'est pas comme à Djibouti, c'est pas une personne qui décide, il y a des instances, c'est aussi un état de droit. Nous allons nous battre, et je crois que l'espoir n'est pas perdu, au contraire. Et puis on dit à toute la population, aujourd'hui il est temps effectivement de se préparer à la relève, et de préparer surtout, parce que Ismaël, peut-être, il va pas, j'en sais rien, mais en tout cas, toujours est-il, tous les indicatifs aujourd'hui nous poussent à dire que c'est un peu le fin des rênes. Bon, on l'a souvent dit, c'est vrai, mais cette fois-ci, c'est vraiment sérieux, surtout qu'il est complètement isolé sur le plan régional, et que même à l'intérieur aussi, les gens commencent un peu à en avoir marre de ce régime. Et donc, ne perdons pas espoir, au contraire, créons les conditions d'un changement durable dans ce pays-là. Merci encore. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci, Kadami. Allez, on va Salam.